Bien. Oh, j'ai du niveau. Nous allons attaquer donc cette troisième et dernière table ronde de nos rencontres. Alors, table ronde tout à fait originale dans son thème, mais pas dans son importance. La cybersécurité, je vous en parlais en bref sur les tables rondes précédentes. C'est un sujet effectivement qui est apparu surtout peut-être pour nous avec la guerre en Ukraine. On a déjà constaté que certaines centrales avaient été attaquées. Et effectivement, les services de sécurité français sont venus vers nous pour pouvoir récupérer les contacts des adhérents et pour pouvoir permettre effectivement d'alerter sur ce sujet-là. Et donc, on est très, très heureux qu'ils puissent venir nous présenter le sujet, à la fois en termes d'enjeux de sécurité sur les sites, mais qui relève finalement d'un enjeu de sécurité publique aussi. Et puis, peut-être pour pouvoir aborder les différentes solutions techniques qu'on pourrait mettre en œuvre pour effectivement améliorer la solidité de nos outils. On a commencé, nous, à travailler. Alors, les producteurs, certains sont très en avance sur ce sujet et d'autres sont très en retard. C'est-à-dire, certains ne s'en sont jamais occupés. Donc, c'est à peu près, je pense, le paysage auquel qu'on a à traiter. Je pense qu'il va falloir faire très vite. Il y a vraiment une urgence à agir. Donc, merci beaucoup d'être là pour nous présenter tout ce sujet. Et en tout cas, vous pourrez compter sur France Hydroélectricité à la fois pour pouvoir diffuser de l'information, diffuser aussi peut-être de la méthode, des moyens, et mobiliser aussi les électrotechniciens et les gens qui ont en charge l'électrotechnique de nos centrales. Voilà, pour monter en compétence très très vite et assurer la sécurité des sites, parce que derrière, c'est quand même le système électrique qui est en jeu. Donc, c'est pas rien. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci bien. J'ouvre les hostilités. Je suis désolé, je vais vous raconter que des horreurs. Donc je m'en excuse par avance. L'idée, c'est bien évidemment, on va faire un peu la commedia dell'arte, vous raconter des histoires croustillantes. On a une petite demi-heure à passer ensemble et 15 minutes de questions, donc je vais essayer d'être concis, parce que le sujet est vaste. Néanmoins, ce n'est qu'un premier rendez-vous pour nous. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, je sais que vous êtes assez démunis vis-à-vis de la menace cyber parce que ce n'est pas forcément votre métier d'origine. La bonne nouvelle, je vous la donne tout de suite, c'est qu'il y a quand même des réseaux qui se structurent avec l'État, bien évidemment, et les initiatives des régions. Donc là, moi, je représente la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis le directeur adjoint du campus cyber local, mais on retrouve des dynamiques similaires dans d'autres régions de France. Et donc, si certains d'entre vous souhaitent aller plus loin, avoir de l'information plus précise, notamment sur les automates, comment on peut sécuriser des systèmes, il faudra revenir vers nous et on vous donnera les bons guichets étatiques et régionaux. Alors, je ne vais pas faire de technique aujourd'hui, c'est trop court. Donc, je vais d'abord lancer des généralités, mais c'est important de revenir sur le sujet. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que vous êtes particulièrement dépendant du numérique. C'est-à-dire vous mettez des automates, vous installez des systèmes pour piloter vos barrages. Vous avez peut-être aussi de la bureautique, vous avez peut-être des salariés. Et le dénominateur commun de tous les outils que vous utilisez, c'était le TCP/IP, le protocole informatique, qui vous sert à piloter à distance les équipements pour faire fonctionner vos centrales hydroélectriques. Pour le meilleur et pour le pire, puisque malheureusement, aujourd'hui, quand vous branchez un équipement sur Internet, dans les minutes qui suivent, et le délai, les Japonais ont testé pour nous, en 4 minutes, ils détectent un objet connecté au Japon. Donc, dès que vous branchez un équipement connecté à Internet, vous êtes identifié comme une cible potentielle. Et alors, ça ne veut pas dire que vous allez être victime d'une attaque, puisque c'est la pêche au chalut, hein, il y a une partie de hasard. Néanmoins, ça a été évoqué à l'instant, vous êtes une cible de choix, puisqu'on vit une période difficile à l'étranger, avec le conflit russo-ukrainien, et l'énergie fait partie des moyens aisés pour déstabiliser un État. C'est-à-dire si je coupe
l'approvisionnement en électricité, vous vous doutez bien que ça va faire tousser pas mal de monde. Donc vous devez effectivement traiter ce sujet au sérieux. D'un autre côté, on a un cyberespace débridé, pour une simple raison, c'est qu'il est en dehors des frontières du territoire national. C'est-à-dire qu'il est universel, il est virtuel, et il permet à des personnes au fin fond de n'importe quel pays de nuire à leurs voisins très éloignés en utilisant effectivement le réseau TCP/IP et les infrastructures existantes de chaque pays. Il y a un autre problème, c'est qu'on peut anonymiser les transactions numériques et donc se rendre difficile d'accès aux services d'État qui pourraient répondre à une attaque potentielle. Du coup, on a les velléités offensives de nos amis cyberattaquants qui ne cessent d'augmenter. Il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler d'une affaire cyber, hein. Il y en a eu une récemment, mais je pense que tout le monde l'a vu dans Le Monde, un moulin qui s'est fait attaquer par un groupe d'attaquants russes qui pensait être sur un barrage hydroélectrique. Bon, ça prête à sourire, mais ça prouve bien qu'effectivement, il y a une velléité d'attaquer. Et il est extrêmement compliqué pour les services de l'État d'aller combattre les criminels, surtout si c'est un pays qui ne coopère pas. La menace est toujours la même, les motivations sont toujours les mêmes. En premier lieu, l'appât du gain. Donc si je bloque votre centrale électrique, vous perdez de l'argent et vous allez peut-être avoir la tentation de payer la rançon qu'on va vous demander pour pouvoir faire refonctionner vos systèmes. Il y a énormément également de fraude, ce qu'on appelle la fraude au président, donc d'arnaque financière. Il y a beaucoup d'espionnage. Alors ça vous concerne peut-être un peu moins. Néanmoins, il y a une cartographie certaine des services d'État étrangers sur les intérêts nationaux français. Donc vous êtes forcément identifiés comme des cibles de choix. Et enfin, il y a ce troisième phénomène, le sabotage. Et là, par contre, c'est vous qui êtes en première ligne. On arrive au JO et on s'attend effectivement à une accentuation importante des attaques cyber sur les intérêts étatiques. Et alors, vous doutez bien que les grands sites sont protégés. Par contre, les petits fournisseurs, eux, ne le sont pas. Donc, attaquer EDF, c'est compliqué. Vous attaquer, c'est beaucoup plus simple. Et je viens d'apprendre que 40% de l'électricité locale était produite par des petites centrales. Donc, on a un sérieux problème. Les types d'attaques. Rançongiciel, tout le monde connaît. Je rentre dans le système d'information, je le paralyse et je demande à la victime de me verser de l'argent si elle souhaite redémarrer son système. On appelle ça en général du chiffrement. Donc je chiffre tout, donc les outils sont plus utilisables. Et si vous voulez la clé de déchiffrement, il faut payer. Bien évidemment, on ne paye pas. Par contre, faut-il encore avoir fait le nécessaire pour se protéger en amont de la crise. Deuxième phénomène en forte croissance, je l'ai dit, l'escroquerie financière. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, donc je ne développerai pas. Troisième phénomène en très forte croissance, c'est l'attaque indirecte. Il y a des personnes du Lot-et-Garonne. Affaire Coaxis, ça doit vous parler peut-être. Un prestataire de services du numérique qui est victime d'une attaque par rebond, c'est-à-dire c'est son client qui a involontairement compromis l'infrastructure de son fournisseur de services numériques. Et le cyberattaquant a réussi à bloquer une grande partie du réseau numérique de ce prestataire de services. Et la conséquence, c'est que 1200 experts comptables se sont retrouvés sans informatique du jour au lendemain, en plein bilan comptable. Il aura fallu 4 semaines pour remettre en marche l'intégralité de leur système d'information. Je peux faire la même sur vos centrales hydroélectriques. Vous avez peut-être des prestataires de services qui interviennent, qui installent de l'informatique, des capteurs. Si j'arrive à passer par le prestataire, je peux remonter chez vous. Alors, je peux aussi attaquer en direct, hein. Mais c'est un phénomène en forte croissance. On a beaucoup d'affaires où le maillon faible, ce n'est pas la victime, mais c'est son prestataire. 3 exemples. La mairie d'Angoulême, c'est le prestataire qui a été attaqué et par rebond, la mairie s'est retrouvée avec plus d'informatique. L'entreprise de transporteur routier Guillamier,
Là, le prestataire est venu installer un scanner dans la société. Et le prestataire, le technicien envoyé était négligent. Comme il n'avait pas terminé son travail, il a donné un accès extérieur au scanner avec un mot de passe insuffisamment sécurisé. Les cyberattaquants ont pris la main sur le scanner et du scanner, ils ont pris la main sur l'intégralité de l'informatique. Et donc les conséquences, c'est 3 semaines d'arrêt et plusieurs millions de pertes. La prédation, elle peut être aussi intérieure. Donc j'aime bien cet exemple-là aussi. Alors les 3 histoires se sont bien terminées. Et les gens communiquent, donc ils ne m'en voudront pas de parler de leurs problèmes d'informatique. Cdiscount, c'est un des dirigeants de Cdiscount, une personne du CODIR, qui a trouvé très judicieux, un peu avant l'été, de vendre la base de données Cdiscount sur Internet avec vos numéros de carte bleue, vos logins et vos passwords, pour 20 000 €. Il y avait 350 000 comptes à peu près, je crois. 20 000 €. Donc c'est pas cher, déjà, il ne sait pas compter. En l'occurrence, c'est un responsable financier. Il va falloir qu'il retourne à l'école. Et alors rassurez-vous, Cdiscount fait un très très bon travail de recherche. Et il a commencé à mettre des bouts de la base de données pour montrer qu'il l'avait bien. Mais il a été arrêté quasiment le jour même. C'est-à-dire qu'il commençait à publier un vendredi soir, le samedi matin, la police judiciaire l'interpellait et il a été jugé l'été dernier. Je fais court, hein, parce que sinon je vais dépasser mon temps et mon cher collègue Ludovic n'aura pas le temps de vous expliquer comment vous protéger. Je voulais illustrer la façon simple avec laquelle les cyberattaquants peuvent vous nuire. Vous avez tous un compte LinkedIn, j'imagine. Ceux qui n'en ont pas en auront bientôt un. Ça, c'est un service que vous trouvez sur Internet qui est hébergé dans une université américaine. Il y en a plein d'autres, hein. J'ai pris celui-là, donc c'est un site tout à fait légal, qui permet de vérifier si on est victime d'exfiltration de données ou si un de vos prestataires a été victime d'une exfiltration de données. Donc j'ai tapé mon email dans la barre, donc Have I been pwned, hein, vous pourrez aller voir sur Internet, tester avec vos propres emails. Je clique sur le bouton Pwned et voilà ce qui se passe. Je constate que je suis victime de 10 exfiltrations de données chez des prestataires de services à qui j'ai confié mon email, mon mot de passe et peut-être mes coordonnées bancaires. Et j'ai illustré, c'est pour ça que je vous ai parlé de LinkedIn. LinkedIn a été victime de 2 exfiltrations de données, une en 2016 avec 164 millions d'emails et mots de passe exfiltrés, et une deuxième fois, c'est pire, 400 millions d'enregistrements volés. Si vous utilisez le même mot de passe sur tous vos comptes, votre mot de passe est connu par toute la planète. Donc, morale de l'histoire, je vous illustre comment on peut faire très simplement du social engineering pour trouver vos mots de passe sans être un informaticien. Je vais là-dessus, je tape votre email, je vérifie où est-ce qu'a eu lieu la fuite. Je n'ai plus qu'à aller sur le dark web, acheter la base de données dans laquelle il y a votre email associé à votre mot de passe et je suis chez vous. Deuxième exemple qui vous concerne un peu plus, ce magnifique site, Shodan, qui permet d'accéder à des systèmes industriels. Donc il y a de fortes probabilités que sans le savoir, vous soyez là-dedans. Donc moi j'ai voulu jouer un petit peu. Je vous déconseille de le faire. Hein. C'est un site qui n'est pas hébergé en France, c'est pas très légal. Mais à l'époque j'étais à l'Annecy, donc j'avais le droit. Donc je n'ai pas cherché de site industriel, j'ai voulu donner quelque chose de plus vivant et pour illustrer mes propos. J'ai cherché des caméras vidéo. Donc deuxième écran, je repère une caméra vidéo sur Limoges. Je ne suis pas informaticien, donc avec un tuto sur Internet, hein, je fais de vous un cyberattaquant en 5 minutes. Hein. Je cherche la caméra et si je clique sur View Details, au miracle de la technologie, j'ai accès à la caméra vidéo. Je pourrais faire la même chose sur des barrages hydroélectriques. C'est ce qui est vraisemblablement arrivé au moulin qui a été attaqué par les Russes. Donc il n'y a pas besoin d'être un chercheur en bac plus 18 en informatique pour faire du piratage informatique de barrages de centrales hydroélectriques. Et on a déjà eu à l'Annecy à gérer des cas de ce type-là avec des gens qui s'amusaient à ouvrir, fermer les vannes. Donc vous connaissez mieux votre métier que moi-même, vous imaginez les conséquences. Alors les raisons des cyberattaques, et je passerai la main à notre ami Ludovic après. En premier lieu, le manque d'anticipation.
parce que je ne suis pas certain que vous saviez qu'il existait ce type de service sur Internet à disposition de tout le monde. Donc il faut que vous intégriez la nécessité de vous protéger du risque numérique. Vous n'allez pas le faire seul, vous allez faire appel à des spécialistes, des gens qui vont vous accompagner. Et si vous n'arrivez pas à trouver les bons spécialistes, il y a maintenant ces réseaux de campus dans les territoires pour vous identifier les personnes qui ont le plus de savoir-faire sur les compétences que vous recherchez. Et le domaine industriel est différent du domaine bureautique classique. Donc il faut anticiper. À partir du moment où on a compris ça, on va revoir ces infrastructures et surtout les maintenir. Puisque sans maintenance, vous allez laisser des portes ouvertes. C'est-à-dire que en général, les correctifs logiciels qui sont mis à disposition par les éditeurs de logiciels sont des correctifs de sécurité. Donc ce n'est pas une option de ne pas les prendre. Il faut absolument maintenir ces équipements. Il faut revoir vos politiques de sécurité sur les mots de passe. D'autant plus si c'est des mots de passe qui permettent d'accéder à des systèmes industriels. Il va falloir également protéger vos sauvegardes. Donc là, c'est plus pour vous assurer effectivement que vous pourrez relancer vos activités. Vous avez sûrement des données à protéger. Il faut absolument disposer de jeux de sauvegarde dits immuables, c'est-à-dire déconnectés. Si vous n'avez pas ça et que vous êtes victime d'une attaque, ben vous perdez tout. Donc il va falloir le vérifier. C'est peut-être pas vous qui allez le faire, hein. Vous pouvez demander à des prestataires de services cloud de vous proposer ce type de service. Mais il faut le faire. C'est-à-dire ce qui fait la valeur de vos entreprises, c'est bien évidemment l'outil de production, mais c'est aussi les données qui vous permettent de refacturer, ne serait-ce que ça. Donc il vous faut des éléments sauvegardés, bien protégés. Il va falloir cloisonner vos réseaux. Donc on va séparer la bureautique de l'outil Indus, parce que si les deux sont sur le même réseau, si j'en attaque un, j'accède à l'autre. Donc il faut vraiment apprendre à séparer les usages. C'est la méthode Vauban, hein. On va multiplier les murs pour éviter les problèmes. Alors, le nomadisme vous concerne un petit peu moins, mais le métro, le RER ou le train de la SNCF n'est pas un environnement particulièrement bien sécurisé pour travailler sur des documents sensibles. Donc on évite de s'exposer quand on se déplace. Les hôtels, les Wi-Fi des hôtels, c'est pas forcément le meilleur moyen de communiquer. Il y a d'autres façons de faire. On peut utiliser son téléphone mobile, par exemple, pour se connecter. Donc il va falloir revoir effectivement votre stratégie de communication. Et enfin, il faut mettre en place des systèmes de surveillance. Alors vous avez déjà le problème sur la surveillance physique des lieux que vous protégez, mais il faut aussi penser à la surveillance des accès numériques, puisqu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de venir fracturer une porte pour entrer sur un site sensible. Je peux faire ça à distance, puisque les électrovannes sont pilotées à distance et elles sont connectées sur IP. Et donc, je peux, à distance, jouer avec les ouvertures-fermetures de vannes. Je crois que j'ai été suffisamment bavard. Je te passe la main. Merci, Olivier. On va attendre que ton PowerPoint passe la main aussi au mien. Donc, moi, je me présente. Je suis le lieutenant-colonel Ludovic Boncompin. Et je suis affecté au sein de l'état-major de la région Nouvelle-Aquitaine, donc les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine, et j'occupe le poste de conseiller à la cybersécurité pour le commandant de région, le général Samuel Dubuis. Je ne vais pas reprendre évidemment tout ce que tu as dit, Olivier. C'est bon ? Pas encore tout à fait. Ça passait tout à l'heure. On se fait cyberattaquer là. Non plus. Trahi par la technique. Oui, toujours les plus mal chaussés. Petit problème technique. Ah, attends, ça va arriver. Voilà. Et ça marche. C'est bon. Merci. Donc, ouais, moi j'espère être aussi rapide ou aussi long en tous les cas que toi, Olivier. Moi, ce que je vais vous dire un petit peu aujourd'hui là, je reviens pas sur l'état de la menace qui vient de vous être présenté. C'est une réalité. Donc en fait,
le message qu'il faut bien retenir, là, c'est cette prise de conscience, que tout le monde est concerné par ces attaques cyber qui sont pernicieuses, invisibles, qui ne se voient pas. Et la première réflexion qu'on peut avoir, c'est pourquoi moi je ne suis pas du tout concerné, moi qui ai un barrage dans les gorges des Gaves ou dans le Cantal ou dans des coins isolés. C'est souvent ça, hein, la géographie de la petite électricité. Et on peut ne pas se sentir concerné. Eh bien si, une cyberattaque, ça n'arrive pas qu'aux autres. D'accord ? Et la gendarmerie s'est organisée justement pour faire face à ces cyberattaques. Alors effectivement, je rebondis sur ce que vous avez dit, il y a une grosse prise de conscience pendant le Covid, dans les années en 2020, même si nous, on s'était mis en ordre de marche un petit peu avant. Donc là, on est sur vos journées nationales, hein, donc je ne vais pas parler trop de ce qui se passe au niveau régional et local, même si je vais vous en dire un mot parce que c'est important, parce que l'organisation que je vais vous présenter là, elle est valable partout, sur toute la France. D'accord ? Et aussi, bien sûr, en Outre-mer. Donc, on s'est organisé au niveau de la gendarmerie pour répondre à ces nouvelles menaces-là. Et donc, vous avez au plus haut niveau, au niveau national, et ça, c'est assez récent d'ailleurs, un commandement dans le cyberespace du ministère de l'Intérieur, qui est le décret organique qui est sorti en décembre 2023, vous voyez, c'est tout récent, et qui s'occupe de la stratégie du ministère de l'Intérieur. C'est un gendarme, c'est un général Husson, qui est à la tête de ce commandement, et qui se décline sur la partie opérationnelle avec une unité nationale cyber, toujours au niveau national, et au sein de cette unité nationale cyber, des enquêteurs spécialisés sur le haut du spectre. Olivier le disait, ces menaces cyber et les auteurs de ces menaces, elles sont multiples, elles sont variées, elles sont à l'international souvent, il n'y a pas de frontières. Le droit juridique est évidemment différent d'un pays à l'autre. Et donc à chaque fois que, si on prend l'exemple des rançongiciels, quasiment systématiquement, ça part dans ce haut du spectre avec ces enquêteurs qui sont spécialisés et qui collaborent à l'international avec Interpol, Europol, le FBI, voilà, tous les services d'enquête partenaires. Et on arrive à avoir des résultats. Il ne faut pas croire non plus, et ça c'est un point important parce que ça me permettra de rebondir sur ce que je vais vous dire tout à l'heure, il ne faut pas croire que même si c'est à l'international, même si c'est complètement invisible, il ne faut pas penser que ça ne sert à rien de venir saisir les services de police gendarmerie. Il y a du résultat. Il y a eu d'ailleurs une belle affaire sur un groupe rançongiciel qui s'appelle Lockbit 3, peut-être vous en avez entendu parler, dont les serveurs ont été saisis et quelques opérateurs aussi, début du mois de janvier. Voilà, une affaire internationale, mais dont le lead était donné à la gendarmerie. Cette déclinaison, elle se voit aussi au niveau régional. Donc voilà, moi je suis le référent régional pour la Nouvelle-Aquitaine, mais vous avez des homologues dans toutes les régions qui coordonnent un petit peu l'action cyber de la gendarmerie. Vous avez aussi, toujours au niveau régional, une antenne, le AC3N, là, que vous voyez à l'écran, qui est l'antenne du C3N. Le C3N, c'est le centre de lutte de la criminalité numérique, c'est ces fameux enquêteurs spécialisés dans le haut du spectre. Et bien à Bordeaux, on a une antenne de ces enquêteurs-là qui sont spécialisés et qui seront systématiquement saisis si, ou plutôt quand, vous ferez cyberattaquer, puisque ça c'est un des principes, mais j'y reviendrai, et que, par exemple, en termes de rançongiciel, vous aurez affaire à ces enquêteurs-là. Et vous avez dans chaque groupement, les groupements, c'est les départements. Il y en a 12 en Nouvelle-Aquitaine, mais vous en avez évidemment dans toute la France. Donc vous êtes tous concernés pour ça. Des enquêteurs en nouvelles technologies qui sont eux aussi spécialisés en nouvelles technologies et qui viendront systématiquement, lorsque vous aurez porté plainte, pour commencer leur enquête. Et au niveau très local, donc très proche de chez vous, normalement en moins de 15 minutes, vous avez une brigade de gendarmerie que vous pouvez saisir, que ce soit pour des conseils ou alors pour venir porter plainte, et ça c'est un point essentiel sur lequel je reviendrai, et vous demandez, si ça concerne évidemment une attaque cyber, ou en tous les cas un incident cyber, vous demandez à avoir un CNTEC, c'est-à-dire un correspondant en nouvelles technologies, qui a eu une introduction aux cybermenaces et qui sera capable de prendre cette plainte-là, qui est un peu particulière. Bon, je passe là-dessus, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine. Ça, par contre, c'est important. Votre secteur d'activité est intimement lié au système industriel. C'est ça qui gère. Hein, je ne suis pas du métier, bien sûr, mais je pense que c'est ça qui gère un petit peu le cœur de votre métier, qui sont vos vannes et la production la façon de fonctionner de vos turbines qui crée l'énergie. Ces systèmes industriels, c'est un point absolument critique
pas que pour évidemment le secteur hydroélectrique, en fait pour tous les secteurs industriels. C'est un point extrêmement sensible. Si avant c'était sensible, ça se voyait moins parce que ce secteur, ces services, ces systèmes industriels qu'on appelle operational technology, OT, étaient cloisonnés. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une chaîne de production ou des vannes qui étaient dans un système informatique cloisonné. On se mettait derrière l'ordinateur qui était connecté directement aux vannes et puis on faisait ce qu'on avait à faire. Il n'y avait pas de connexion à l'extérieur. Il y avait un cloisonnement des réseaux. Il n'y avait pas de connexion vers Internet. Il n'y avait pas nos ordinateurs distants. Il n'y avait pas les téléphones portables qui permettaient de se connecter puis de gérer tout ça à distance. Or, depuis ces dernières années, avec l'avènement de l'Internet, en tous les cas de l'informatique telle qu'on le connaît, informatique de bureautique ou l'IT, l'information technology, il y a eu une convergence de ces deux systèmes. Et vous l'avez vécu, vous, en suivant évidemment les évolutions technologiques. Et ça, cette convergence, si ça a eu un levier d'efficacité avec vos process, métiers, de simplicité, j'en ai beaucoup discuté avec vous tout à l'heure, dans les allées du forum, et ben ça a aussi augmenté les surfaces d'attaque et les risques. Parce que ces deux systèmes ont convergé et donc de fait ont ouvert des portes d'accès et de prise de main à distance. Ça a augmenté le nombre de serveurs, on en a beaucoup discuté tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Ben oui, il a fallu, depuis sa maison, avoir son propre service d'accès distance, serveur de base de données, pourquoi pas un site web, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ah bah oui, on a des gens qui travaillent au sein de vos entités, je pense que vous avez des collaborateurs. Bon bah ok, ou avant ce que tu faisais sur place, bah maintenant tu vas le faire à la maison, donc télétravail, le nombre d'objets connectés. Je crois savoir que vous pilotez tout à distance maintenant avec téléphone portable, que ce soit vos caméras vidéo, alors vos accès distants pour surveiller vos électrovannes. Bon ben voilà, ce qui fait que le réseau IT et le réseau OT sont maintenant intimement mélangés. Et ça, c'est une vraie faille de sécurité. Pourquoi il y a ces facteurs de vulnérabilité? Parce que d'abord, les deux systèmes sont différents, ne serait-ce que dans la mise à jour de ces systèmes-là. Olivier l'a dit, dans un système d'information classique, votre ordinateur Windows, vous le mettez à jour régulièrement. Mais sur vos électrovannes, je pense que ce n'est pas les mêmes systèmes qui les gèrent, ce n'est pas les mêmes OS. Et donc là, il y a une convergence à faire, et ça, c'est extrêmement important. Parce que par le biais de l'informatique classique de votre Windows, vous pouvez avoir un accès à votre système opérationnel de la vanne qui, lui, n'est pas à jour. Parce que c'est sur un vieux Windows Server de 2003, et que si on avait mis à jour, ça aurait arrêté la production, et ainsi de suite. Vous voyez cette prise de conscience-là, important, qu'il faut que vous ayez en tête. Vous avez le maintien en conditions de sécurité, ce qu'on appelle les MCS, et le maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire que votre maintien en conditions de sécurité de votre système opérationnel de vanne sur site, c'est pas du tout la même chose que quand on maintient un ordinateur ou un téléphone portable en conditions opérationnelles. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête parce que vous allez avoir un cycle qui va être différent. Et que si l'un n'est pas au même niveau que l'autre, eh ben ça va vous créer des failles de sécurité. Votre environnement, et il y a encore eu un exemple très précis le week-end dernier, c'est pas du tout pareil. Vos contrôles d'accès sur site ne sont pas les mêmes que quand on protège sa maison. Accéder à un site, un barrage, là où vous êtes en local, c'est quand même plus compliqué de le tenir à jour. On est souvent à l'extérieur, les conditions d'humidité, poussière. Ça, on est un peu moins sensibilisé à maintenir en sécurité ces accès-là. D'accord ? Après, il faut avoir ce qu'on appelle en informatique une analyse de risque. Une analyse de risque, qu'est-ce que je priorise, moi, producteur d'énergie, avec mon barrage, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois vraiment, et ça se fait avant la crise. Qu'est-ce que je dois protéger? Est-ce que c'est la disponibilité de mon barrage, l'intégrité de ma donnée que je produis, parce que vous allez produire la donnée, je ne pense pas que ce soit le cas, là, ce n'est pas tellement ça votre sujet. Confidentialité, j'ai vu d'ailleurs sur la carte, sur le site de France Hydroélectrique, la carte de France, là, il y a certains points, quand on clique dessus, il y a écrit confidentiel. Comme ça, c'est une bonne chose. C'est bien, il y a des données qu'il faut protéger, qui ne doivent pas être accessibles à tous. Voilà, donc ça, c'est une analyse de risque à faire avant. Ce que la gendarmerie vous propose, moi, j'aime pas trop parler de sensibilisation, prévention, tout ça, vous en faites énormément. Vous êtes un secteur très régulé, où on vous demande de toujours mettre des panneaux pour dire attention, c'est dangereux. Vous faites beaucoup de prévention. Vous savez de quoi je parle. En cyber, si je vous parle prévention, ok, ça va vous parler, mais ça va vous amener une charge supplémentaire.
Par contre, si je vous parle de crise, et qu'est-ce qu'il faut faire avant la crise, qu'est-ce que je dois faire pendant la crise, et ce que je dois faire après la crise, ça, j'espère que ça va vous parler plus. Et c'est cette prise de conscience qu'il faut avoir. Et on peut vous accompagner. Olivier, avec le campus cyber, vous en avez dans toutes les régions de France, et la gendarmerie aussi. Et ce n'est pas le syndrome du garagiste, c'est gratuit. D'accord ? Vous pouvez appeler, demander auprès de la brigade locale, justement. On peut venir faire, en matière de prévention, donc avant la crise, des pré-diagnostics. Vous avez une petite application là, qui s'appelle Ma Sécurité. Je vous conseille tous de la télécharger sur votre téléphone portable. Vous avez des sites internet, masécurité.gouv.fr, qui peuvent vous donner des conseils. On peut venir faire des pré-diagnostics avec l'ANSSI, justement, qui propose, ça s'appelle Mon Aide Cyber. Vous demandez, vous avez des numéros verts du campus cyber. C'est combien déjà, Olivier ? 0800 0805 29 29 40. 0805 29 29 40. Bon, ça, c'est pour ceux qui sont en Nouvelle-Aquitaine. On diffusera. On diffusera. Ben voilà. Donc, vous n'êtes pas seul, jamais seul. Ça, c'est très important de le savoir. Je passe vite parce qu'en ce moment, il ne vous a pas échappé qu'on était quand même aussi dans un contexte particulier. Donc soyez particulièrement attentifs sur le contexte actuel. Je ne reviens pas sur les différentes attaques qui ont eu lieu. Vous êtes un secteur particulièrement appétissant, que ce soit en termes d'espionnage, sabotage. Je ne pense pas franchement peut-être pour l'appât du gain, quoique. Donc soyez attentifs parce que les JOP 2024 et la période d'élection sont des périodes propices à teaser la convoitise de ceux qui ne sont pas... Il n'y a pas que des gentils partout. Donc soyez très attentifs sur... Là, je ne reviens pas sur ça. Là, on revient sur l'état de la menace. Hein. Et ça, c'est très important. Tiens, pourquoi j'ai un OK ? Est-ce qu'on peut enlever le OK ? Voilà, merci. Ça, voilà. Ne pensez pas qu'une attaque cyber, d'ailleurs comme n'importe quoi, c'est anodin. C'est un acte pénalement répréhensible. Et que vous n'êtes pas coupable, vous, d'une attaque cyber. Vous êtes victime d'une attaque cyber. Et même si peut-être vous avez, parce que vous avez cliqué sur un lien malveillant, ça s'appelle un phishing, un hameçonnage, ou alors vous n'avez pas mis tous les niveaux de sécurité informatique qu'il aurait fallu, hein, on en parlait tout à l'heure, la mise à jour, ou alors peut-être, vous savez, il y a le règlement général des données, là, le RGPD. Oh, j'ai pas fait ma déclaration RGPD parce que j'ai de la donnée. Si je vais voir la gendarmerie ou la police, je vais me prendre une amende en plus derrière. Non. Vous êtes victime. Et la victime, c'est un statut. Et pour bénéficier de ce statut qui est absolument important, il faut porter plainte. N'ayez pas peur. Je crois que c'est Jean-Paul II qui disait ça. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la gendarmerie ou la police d'ailleurs. On n'est pas là que pour être au bord de la route et verbaliser. Non. Dans le dépôt de plainte, ça vous permet de bénéficier de l'aide de l'État, d'avoir des gens spécialistes qui vous accompagnent, qui vous donnent des conseils, qui vous accompagnent pendant la crise. Vous vous souvenez du triptyque avant, pendant, après la crise. Là, on est pendant la crise. Nous sommes en contact avec des spécialistes de la remédiation informatique qui vont vous accompagner parce que vous aurez la tête dans le guidon, vous serez même d'ailleurs paniqué, impossible de savoir quoi faire. On est là pour vous accompagner. C'est en plus un geste citoyen parce que vous participez à la lutte contre la cybercriminalité, vous nous donnez des renseignements, même si ça vous paraît anodin, nous, ça nous permet de recouper les informations dans le cadre d'enquête. OK ? Ça vous permet de bien gérer votre communication. Si vous avez des prestataires, des clients qui n'ont plus confiance en vous, dire, non, tu t'es fait attaquer cyber, mais si, ouais, mais je suis victime. C'est pas moi l'attaquant, je suis victime. Et d'ailleurs, souvent après une attaque, on se met encore plus à jour et encore plus en sécurité, ce qui est un gage aussi de sérieux, de prise en compte de la menace et de faire mieux encore la prochaine fois. Et enfin, si vous avez une assurance cyber, si vous déposez plainte dans les 72 heures après connaissance de votre incident cyber, vous pouvez bénéficier de votre assurance. Ça, c'est très important. Une attaque cyber, ce n'est pas un disjoncteur qui tombe et qu'on remet. Ça se règle en semaines, voire en mois. D'accord ? Et donc, c'est des frais énormes derrière, énormes. Avoir une assurance cyber, c'est la garantie de pouvoir bénéficier quand même de ces fonds. Et pour ça, il faut pouvoir déposer plainte. C'est très important ce que je vous dis. Donc, rapprochez-vous aussi de vos banques, de vos assureurs. Posez-leur cette question. Qu'est-ce que tu m'offres comme garantie cyber ?
Ça se travaille avant la crise. Tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est avant la crise. Et ça, c'est absolument essentiel de dépasser ces craintes. Je peux rajouter un élément important, parce que vous êtes, à mon avis, c'est un des premiers risques, il est là. Votre assureur aujourd'hui ne couvre pas le risque cyber, sauf si vous avez pris un contrat spécifique, et notamment la responsabilité civile. Donc imaginez que je prenne la main sur un barrage et que d'une façon ou d'une autre, j'arrive à inonder une plaine et que vous avez un dépôt de plainte d'une personne qui par rebond se retrouve avec des problèmes, inondation chez lui ou je ne sais quoi. Votre responsabilité civile ne couvrira pas le risque. Donc il faut absolument vous renseigner auprès de vos assureurs pour vérifier comment vous êtes couvert en matière de sécurité numérique. Si vous ne le faites pas, vous pourriez avoir des ennuis par rebond. Et ce serait dommage. Ouais. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette notion d'analyse avant la crise, de ce qui peut être important pour vous et des conséquences que ça peut avoir derrière. On avance un peu. Bonne pratique, je ne reviens pas là-dessus. Il y a tout un tas de trucs qui sont disponibles sur le web, sur les aides du campus cyber. Mais enfin, les 5 principales sont là. Les mises à jour de vos systèmes d'information, une gestion du mot de passe durci, les accès, j'en discutais avec certains d'entre vous. Maintenant, beaucoup, vous accédez à vos systèmes de sites in situ, sur vos sites locaux, avec VNC, avec des ports d'accès distants, ce qu'on appelle des RDP, et ça, il faut absolument les sécuriser, ces accès-là. Donc rapprochez-vous de prestataires de services, ne faites pas ça tout seul dans votre coin. C'est un métier, ça. Alors oui, c'est peut-être un peu quelques coûts, mais je peux vous garantir, et j'insiste encore là-dessus, la cybersécurité, ce n'est pas un centre de coûts, c'est un investissement. Et l'argent que vous mettrez un petit peu là-dedans, dans cet investissement-là, dans cette gestion en amont de la cybersécurité, c'est peut-être ça qui va vous sauver derrière de ne pas mettre la clé sous la porte, ou de ne pas payer des sommes astronomiques. MFA, c'est ce qu'on appelle la multiplication, l'authentification multifacteur. Comme on a, vous savez, sur les SMS qu'on voit avec les codes OTP, des choses comme ça. Essayez de demander à votre prestataire de service, tiens, mais moi qui accède à distance, est-ce que si les gens que je veux contacter ou d'autres, est-ce que j'ai une double authentification? Est-ce que c'est possible ça de mettre ça en place? Vous n'êtes pas spécialiste, mais vous n'êtes pas seul non plus. Allez, je passe vite. À retenir les principes, 2 principes. Effectivement, c'est pas si mécant. Soyez-en persuadés, pas parce que vous êtes au fond de la vallée d'Aspe que vous n'êtes pas concerné. Donc un jour, je me ferai attaquer de manière cyber. Et il y a déjà eu le cas. D'accord ? Et puis pensez que l'attaquant est déjà dans la place. Dans une attaque cyber, l'attaquant peut-être est déjà là. Par les accès ouverts, il est en basse visibilité, il est dormant et il attend le bon moment pour déclencher sa charge utile au sein de votre système. Ou peut-être qu'il vole déjà de la donnée, vérifier si vous n'avez pas des extractions de données trop importantes, des choses comme ça. Je vous ai parlé des 3 phases, avant, pendant, après la crise. Ayez cette notion-là, plutôt que de dire il faut que je fasse de la sensibilisation, faut que je fasse... Non. Voilà, je fais un plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, plan de formation, plan budgétaire sur la partie cyber, avant la crise. Quand vous devez faire des bilans, je pense, tous les ans, vous êtes meilleur que moi là-dessus. Et donc, on regarde ce qu'on va faire l'année d'après. Voilà, ça rentre dans ce cadre-là. Et puis, la cybersécurité, ce n'est pas qu'un problème technique. Donc, ne vous reposez, et d'ailleurs, certainement pas que sur votre technicien informatique. C'est d'abord un problème organisationnel et humain. Donc, c'est le directeur, le patron, qui doit prendre conscience de cette notion-là et d'intégrer ce risque-là dans sa réflexion. D'accord ? Et ben voilà, j'ai terminé. Quelques liens utiles. Je vous ai mis, je pense que ça peut être utile pour vous, sur les systèmes industriels. Vous avez un très bon site du CLUSIF. CLUSIF, c'est ce qui gère un petit peu au niveau national tous les problèmes informatiques. C'est une association. Et voilà, qui peuvent vous aider. Vous faites partie des risques industriels, qui peuvent vous aider. Mais tout ça, on vous donnera les liens. Et puis, bien sûr, vous avez le site de la SSI, cybermalveillance, ma sécurité. Et une petite adresse en bas, là, pour ceux qui sont en Nouvelle-Aquitaine, de contact, qui est pas veillé 24 heures sur 24, mais qu'on regarde régulièrement. Si vous avez un problème dans l'urgence, c'est le 17. Faites le 17. 17, c'est pas que pour l'accident de la route ou pour un cambriolage. Faites le 17, vous aurez toujours quelqu'un, ça par contre, ça répond 24 heures sur 24, en cas d'urgence, vous appelez la police gendarmerie, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous répondre et qui va vous orienter vers les bonnes personnes.
quelques guides qu'on fixera aussi. Bon, là, c'est pour les collectivités territoriales. Je pense que peut-être qu'il y en a parmi nous. Non Oui, absolument. Aussi, voilà. Certains peuvent être... sont concernés aussi, hein, bien sûr. Voilà, et puis pour les TPE, PME, tous les guides de l'ANSSI que vous retrouvez sur le site, les sites gouvernementaux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. On a été bon pour une fois. Place aux questions maintenant. Avant la première question, l'État donc met en place un dispositif qui s'appelle Mon Aide Cyber, qui est porté par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Mon Aide Cyber, ça a été inventé en Nouvelle-Aquitaine par mon collègue Martin Véron quand j'étais à l'ANSSI. Ce dispositif est gratuit, c'est un diagnostic de maturité de 1h30 à peu près, qui vous permet de faire un tour d'horizon avec un bénévole spécialiste pour voir quelles sont les priorités et les premières actions à mener pour assurer la sécurité de vos infrastructures. C'est gratuit, profitez-en. Et la gendarmerie porte également le même type de dispositif. Donc les gendarmes peuvent intervenir à vos profits pour venir discuter sécurité numérique et faire des diagnostics. C'est gratuit aussi, donc il faut le mentionner. Les deux dispositifs sont valables sur toute la France, mais c'est vrai que la Nouvelle-Aquitaine est un petit peu plus en avance que les autres sur le sujet, puisqu'on était zone pilote depuis l'année dernière. Il sera officiellement lancé par l'ANSSI en septembre. Nous, ça fait juste un an qu'on a travaillé. Et donc, faites-vous plaisir, c'est gratuit pour une fois. Ça vous permettra de comprendre le sujet et voir quels sont les efforts à fournir. Des questions? J'ai une question. Vous parlez beaucoup des mots de passe. Je ne suis pas tout jeune, ça fait longtemps que j'utilise des mots de passe. Au début, j'avais des moyens mnémoniques de m'en rappeler. Le problème, c'est que maintenant, il y en a tellement des mots de passe que je suis obligé de les noter sur un papier avec les sites et les mots de passe en face, parce que sinon, je ne m'en sors pas. Alors, est-ce qu'il vaut mieux faire ça et que ça ne soit pas rentré et avoir un bon mot de passe au niveau informatique, ou est-ce que vous avez d'autres solutions? Il ne faut pas connecter le papier à Internet. Là, déjà, moi, j'ai commencé. Ni le scanner. Oui, ça marche. La recommandation... Il marche, on l'entend. Oui, On l'entend? Oui. La recommandation que je pourrais vous faire, moi, c'est de faire l'acquisition d'un coffre-fort numérique. C'est un petit logiciel que vous installez soit sur votre téléphone, soit sur vos ordinateurs, qui vous permet de générer en automatique des mots de passe extrêmement longs, donc impossible à retenir déjà. Et vous n'avez plus qu'un seul mot de passe à connaître, c'est celui qui vous permet de rentrer dans votre coffre-fort numérique. Et après, vous faites du copier-coller. Ça réglera définitivement votre problème. Et l'avantage du coffre-fort numérique, c'est qu'il est sécurisé. Alors que votre papier, si je le vole, j'ai accès à tout. Donc le premier qu'on conseille, quand il y a un visa étatique, c'est un produit qui existe en version gratuite qui s'appelle KeePass, K-E-E-P-A-2-S. Mais je suis à peu près certain que sans le savoir, vous avez déjà ce même type d'outil avec vos éditeurs d'antivirus. Ils peuvent vous proposer aussi, en général, c'est des options, mais il y a plein d'autres solutions techniques possibles. Il faut prendre celle qui vous convient le plus. Le tout, c'est de vous assurer qu'effectivement, le fameux coffre-fort numérique soit bien protégé, c'est-à-dire qu'il soit ce qu'on appelle chiffré. Mais c'est le cas d'à peu près tous. Vous cherchez sur Internet, vous trouvez l'outil qui vous convient, et KeePass en fait partie. Si je peux me permettre une observation, je pense que c'est réellement une difficulté. C'est que justement, parmi tous ces outils, d'une certaine façon, on a du mal à distinguer d'abord les outils officiels, on va le dire comme ça, ceux qui ont le label de l'État et qui donc, dont on peut avoir un degré de confiance évident et fort dessus, de tous les autres outils qui peuvent exister. Et ça, c'est vrai que dans cette complexité, je rejoins son observation, je trouve que c'est vraiment pas facile de s'y retrouver. Et alors moi, je n'ai jamais entendu parler de cet outil. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, alors voilà, ça fait partie de... Oui, je rejoins aussi ce qui a été dit, c'est compliqué, l'offre est énorme, mais vous allez sur le site, les sites gouvernementaux, en fait il n'y en a qu'un qui est en fait deux
qu'il faudrait que vous ayez en permanence, si vous vous intéressez évidemment à la cybersécurité et que vous souhaitez aller plus loin, et je pense que c'est ce qu'il faut faire, on ne va pas refaire le discours, c'est cybermalveillance.gouv.fr et puis ssi.gouv.fr. C'est facile à retenir, les deux sont liés. Et toutes ces questions-là, de mots de passe, qui vous concernent énormément, vous aurez, là, vous parliez de labellisation de sites officiels, ils vont vous donner des orientations. Il y a qui passent, mais il y en a d'autres aussi. Il y a autre chose qui vous touche aussi énormément, vous, ce sont ces accès distants. À partir de chez vous, ces accès distants. Vous avez des solutions maintenant qui existent, et je vous incite très fortement à y aller, ce qu'on appelle des VPN, des accès distants sécurisés, Virtual Private Network, même si de plus en plus on s'aperçoit qu'il y a des attaques directes sur ces VPN-là. Donc là aussi, SSI, regardez, informez-vous, et encore une fois, ça n'est pas votre métier. Donc rapprochez-vous, Olivier l'a dit, des spécialistes du campus cyber, de votre prestataire de service qui, lui, se doit de vous apporter conseil, mais il faut que vous lui posiez ces questions-là. Moi, je pense que le plus important pour votre secteur d'activité, c'est vraiment ça, effectivement, la gestion des mots de passe, les accès distants, et surveiller les comptes qui peuvent avoir accès à vos systèmes d'information. L'autre point, mais là on sort un petit peu du champ du numérique, c'est les accès à vos sites eux-mêmes. Moi, ce que je constate là, d'un point de vue gendarmerie, avec mon camarade aussi qui est dans la salle et qui pourra d'ailleurs répondre à vos questions sur ces accès un peu de sécurité physique de vos sites, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a les accès, les attaques distantes, mais on n'est pas à l'abri, vous n'êtes pas à l'abri dans votre secteur aussi, qu'à travers ces sites qui sont isolés, où il y ait des intrusions physiques pour derrière aussi porter atteinte. Donc en fait, on est sur le même principe, mais avec... Et là, vous devez prendre en compte aussi ça, de sécuriser ces sites, de vous faire connaître auprès des services police-gendarmerie, pour qu'on vous accompagne physiquement aussi là-dessus. C'est ça que je relève un petit peu dans votre secteur d'activité, je pense qu'ils peuvent vous poser des difficultés. Bonjour, merci pour votre intervention. Vous avez parlé d'attaques, alors j'appelle ça attaque billard, mais par les sous-traitants ou par l'autre. Par rebond, oui. Ouais, par rebond. Il y a quelques mois, années, j'ai lu un roman qui s'appelle Blackout, qui m'a fait furieusement penser au Counter-Linky. Aujourd'hui, en l'état, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... Parce que je ne suis pas chez Enedis, mais en termes de sécurité, de cybersécurité sur justement les compteurs communicants, est-ce que vous avez un avis? Est-ce que c'est quelque chose qui est regardé? Comment c'est contrôlé? Parce que finalement, sur cela, on ne peut rien faire. On a zéro accès, quoi. On peut actionner sur nos sous-traitants, sur notre système de contrôle commande, etc. Mais ces parties-là, externes, entre guillemets, qui nous sont imposées, qui viennent chez nous, qui sont communicants, on ne peut rien faire sur cela. Eh ben, en fait, ce que vous faites pour vos sous-traitants, vos prestataires, EDF ou Enedis ou RTE, le fait aussi, très très logiquement. Puis je pense qu'ils sont quand même, eux, extrêmement sensibilisés à ce niveau-là. Et donc, logiquement, ils doivent prendre en compte aussi ces accès sécurisés-là. Sécuriser ces accès distants, en tous les cas. Mais la question, c'est une très bonne question, parce que ça, vous êtes en contact, j'imagine, avec EDF, avec Enedis, et donc vous pouvez très logiquement leur poser la question. Je dis, mais attendez, si par rebond, si vous faites attaquer, est-ce que moi, par rebond, je suis susceptible d'être une victime? Ça, c'est des questions, vous pouvez sécuriser. Dites-moi quelle est la sécurité qui est mise en place, de façon à ce que je fasse la même chose, moi, de mon côté, et qu'il y ait une cohérence, en fait, dans toute ce qu'on appelle la supply chain, cette chaîne de prestataires, finalement, pour qu'à partir d'un tout petit... Olivier l'a dit tout à l'heure dans l'exemple, vous pouvez avoir une simple pénétration dans un système par un photocopieur. Par un photocopieur. D'accord ? Et ça vous met en l'air des centaines de milliers de comptes, de clients, et ainsi de suite. Je vais reprendre mon ancienne casquette Annecy. Je pense que je ne dévoilerai pas de secret de polichinelle en vous disant que nos amis, les grands opérateurs d'énergie, sont sous la tutelle de l'Annecy et qu'ils ont des obligations en matière de sécurité numérique vis-à-vis des services de l'État.
Donc, pour répondre précisément à votre question, je ne suis pas très inquiet sur le risque numérique via les compteurs Linky. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un risque, mais je pense que la surface d'attaque, elle est relativement bien maîtrisée, que ce soit EDF, GDF ou d'autres. C'est des gens qui sont suivis avec beaucoup d'attention. Oui, pour compléter la réponse, effectivement, Enedis travaille depuis longtemps sur ce sujet-là. Ceci dit, j'ai toujours quelques inquiétudes parce que les données qui sont stockées sont sur des serveurs. Les serveurs ont toujours une vulnérabilité électronique, mais aussi une vulnérabilité vraiment physique. Et on a vu OVH, etc., il y a eu quand même des désordres. Et nous, ça nous a impacté parce qu'on avait de la donnée qui était abritée chez eux. Et vous parliez du coffre-fort numérique, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément derrière où il est. Alors j'imagine que côté État, la supply chain, vous l'avez complètement sécurisée. Mais en tout cas, c'est certain que s'agissant des compteurs, je pense qu'il y a aussi une question d'architecture numérique à penser dans les centrales pour essayer peut-être d'éviter de toute façon les contacts électroniques. Décidément. Bon, merci. En fait, ça c'est la règle de base en sécurité, ce qu'on appelle la SSI, en sécurité des systèmes d'information. C'est évidemment la règle de base, c'est le cloisonnement des réseaux. Le cloisonnement, c'est absolument essentiel. Tout mettre ses œufs dans un même panier, bon, c'est la mort assurée. Donc si on peut cloisonner, mais après avec Enedis, ça vous n'avez pas la main dessus, avec les services d'État, mais ils sont extrêmement suivis, comme le dit Olivier, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais le risque est toujours présent. Hein. Donc le but, c'est de cloisonner et de mettre ce qu'on appelle une défense en profondeur. De mettre, tu parlais de Vauban hein, tout à l'heure, donc voilà, de multiplier les obstacles pour que l'attaquant, sauf s'il est vraiment extrêmement motivé, qu'il a un but précis, mais l'attaquant, voilà, s'il voit que le système là est sécurisé, que ça va lui prendre du temps, il ira voir quelqu'un. Il y a tellement d'autres possibilités ailleurs qu'il passera son chemin, si j'ose dire. C'est un peu comme un cambrioleur dans une rue. Hein. Et ne serait-ce qu'un simple autocollant d'alarme ou alors un panneau avec écrit « Attention, chat méchant », ben, le mec qui veut voler la maison, il va aller dans la maison à côté où il n'y a rien d'écrit, il dira bah là, voilà. C'est à peu près ça hein, en philosophie qu'il faut avoir en tête. Et sur la question des clouds, c'est une vraie question, oui. Ben, c'est toujours pareil, c'est une analyse qu'il faut avoir avant, en amont. Si je mets mes données sur un cloud, est-ce que j'ai moyen... D'abord, les questions, il faut les poser à l'hébergeur. Qu'est-ce qui me garantit que mes données soient bien en sécurité ? On l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que lorsque il y a une sauvegarde qui se fait de ces données, c'est sauvegardé en ligne, pas en ligne? Parce que si je me fais avoir, bah, le virus, il va aussi, s'il s'est connecté, il ira évidemment jusqu'à la sauvegarde. Donc, il y a tout ça, il y a des solutions techniques qui existent et c'est des questions qu'il faut se poser. Mais vous n'êtes pas spécialiste, encore une fois. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire accompagner. Je ne crois pas qu'il faille rester. C'est toujours. Je ne connais pas votre secteur d'activité, bien sûr, mais je crois savoir qu'il y a quand même beaucoup d'activités familiales où vous n'êtes pas spécialiste. C'est des petites entreprises, petites TPE-PME, qui sont de génération en génération. C'est très, très, très familial, très restreint. Pas forcément. Évidemment, l'informatique paraît extrêmement loin. Et se dire, oh ben non, je vais tout garder, moi c'est bon, je vais faire tout ça à distance avec mon téléphone. Non, il faut vraiment avoir cette analyse-là, en prendre conscience. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant, hein, et aussi gratuitement, c'est bien de le savoir. Faites-vous accompagner et posez ces questions-là. Ces questions que vous voulez poser, il faut les poser aux spécialistes. Et ils vous doivent une réponse. D'accord ? Ils vous doivent une réponse. Et le mieux, alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais si on parle des sauvegardes, effectivement, il faut avoir des sauvegardes qu'on appelle hors ligne. Toujours avoir un jeu de sauvegarde hors ligne, de façon à pouvoir la remettre, la réinjecter très rapidement si jamais on se fait avoir. Oui, bonjour. Je suis aidante dans le cadre du projet Moned Cyber, tout récemment, donc j'en suis au balbutiement, et je suis courtier en assurance. Donc j'interviens en entreprise en essayant, je sais que vous n'aimez pas le mot, mais en essayant de prêcher la bonne parole et de faire un peu de prévention avant-crise. On aime bien le mot, hein, mais il faut l'intégrer dans le contexte. Ça, financier aussi.
Donc, l'idée, c'est de dérouler le questionnaire et de faire une auto-évaluation des vulnérabilités. Donc ça, c'est une première étape. Et derrière, bien sûr, de par mon métier, j'interviens au niveau assurance. Mais il me manque il manque aux entreprises, je pense, pour mailler bien le territoire en termes de prévention, une sorte de fichier pour avoir des coordinateurs. C'est-à-dire que je vais en entreprise, ça peut être des PME, ça peut être des TPE aussi, qui n'ont pas forcément des prestataires informatiques. On a déroulé le questionnaire, on a déterminé les priorités à traiter. Et là, je lui dis à bientôt. Si vous voulez, j'ai une solution assurance qui est très bien, gestion d'incidents et autres, pas de sujet. Mais vers qui je peux la renvoyer au niveau technique Alors, merci pour la question. Avec plaisir. Merci à vous. On va prendre l'échelle nationale et après je vous détaillerai ce qui se passe en région Nouvelle-Aquitaine. Si vous cherchez un prestataire de confiance, alors tout dépendra de votre structure et de l'argent que vous êtes prêt à mettre sur la table. Il y a 2 catégories de prestataires validés par soit l'AFNOR, soit l'État. Pour ce qui est de l'État, c'est l'ANSSI, donc le service du cabinet du Premier ministre, qui fait passer aux volontaires ce qu'on appelle un visa de sécurité. Et il y a différentes catégories de visas. Il y a les PASSI, c'est les plus connus, prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information. La liste est publique et elle est sur le site ssi.gouv.fr, le site de l'ANSSI. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont changé d'adresse récemment. Vous tapez ANSSI, prestataire, visa de sécurité ou prestataire de service et vous aurez cette liste-là. Par contre, là, en Nouvelle-Aquitaine, on en a 9 prestataires d'audit de sécurité des systèmes d'information validés ANSSI. Donc c'est peu. Et en plus, c'est onéreux. Donc dans les plus connus, vous avez Orange Cyberdéfense, Thales, Sogeti, Advance, Adasys, je vais oublier les autres, OnePoint, je crois. Bon, peu importe. La liste est publique, vous pourrez la trouver. Là, on est sur des prestataires plutôt haut de gamme. Donc on est sur des prestations qui sont de l'ordre de 1 000 € la journée pour un ingénieur. Si vous avez des budgets plus modestes, je vous oriente vers les labellisés AFNOR. Ça s'appelle. Alors c'est fait en partenariat avec le groupement d'intérêt public ACIMA, que vous connaissez sous le nom de cybermalveillance, avec le site cybermalveillance.gouv.fr. Et là, ils ont proposé une labellisation qui vaut beaucoup moins cher pour la société, où ils vérifient à minima les compétences du prestataire de service. Donc il y a un questionnaire à remplir, il faut qu'il fournisse des documents, et donc s'il vous dit qu'il sait installer un firewall, il doit le prouver en montrant que ses équipes sont formées. Donc on a une confiance meilleure que si on n'a aucun label. Donc il y a ces 2 labels, le label et le visa ANSSI. Label expert cyber, visa ANSSI. Après, nous, au niveau Nouvelle-Aquitaine, puisque des labellisés experts cyber, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a moins de 20. Donc c'est clairement insuffisant. Et on a à cœur, donc cybermalveillance fait partie du campus cyber Nouvelle-Aquitaine. Donc on est le seul campus de France à avoir le GIP ACIMA à la gouvernance de notre campus. On ambitionne en fait dans les prochaines semaines de monter en place une action de sensibilisation auprès des prestataires de services pour les accompagner sur la labellisation, puisque la plupart de vos prestataires ne sont pas labellisés. Et nous, l'enjeu, c'est de s'assurer que les petits prestataires de terrain aient un socle minimum de compétences techniques en cybersécurité. Ça arrive, a priori la réunion aura lieu en septembre. Ça veut dire qu'on aura des gens, on va monter le nombre de prestataires rapidement à échéance 2025. En attendant, pour ce qui est de la Nouvelle-Aquitaine, on référence les gens sérieux sur notre site. Donc c'est une autre façon de faire. Par contre, on ne vérifie pas. C'est-à-dire que là, c'est du déclaratif. Et donc, vous pouvez aller sur Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine. Vous aurez la liste des prestataires régionaux capables de faire de la cybersécurité. D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais
Je voudrais, si j'ose dire, vous prendre au mot, parce que je me dis, finalement, dans cette affaire, on peut regarder le danger, etc., ce que ça représente, et on vous remercie pour cette alerte, cette prise de conscience. J'ai envie de regarder ça aussi sous un angle plutôt positif, en me disant pourquoi pas essayer de devenir bon sur ce sujet. Et je me dis qu'on pourrait tout à fait lancer une démarche ensemble. On a des prestataires, et c'est particulièrement vrai en Nouvelle-Aquitaine, on a des prestataires qui sont des installateurs dans le central hydroélectrique de tout temps, qui nous installent tous les dispositifs. Et je voudrais vous proposer qu'on puisse peut-être faire un audit ensemble du niveau de sécurité qui est aujourd'hui en place, peut-être pour pouvoir après déboucher sur un cahier des charges type, en somme un certain nombre de standards, c'est-à-dire tunnel VPN, c'est-à-dire on ne relie pas par un RJ45 le compteur Enedis avec l'installation, c'est-à-dire voilà, un certain nombre de points de sécurité, parce qu'il y a la partie software, et puis après il y a le liaison avec le hardware. On s'attache à ne pas manœuvrer un certain nombre de vannes à distance, mais uniquement en local, etc. Donc il y a un standard de sécurité informatique, et il y a un standard de conception qui nous permettrait d'assurer plus de sécurité, effectivement. Et à ce moment-là, je pense que c'est un cahier des charges qu'on pourrait imaginer et pouvoir après le diffuser à l'ensemble de la profession, de manière à ce qu'après tous les installateurs puissent s'en inspirer pour finalement élever le standard de toute la profession à un meilleur niveau, et en tout cas plus d'homogénéité sans doute de ce qu'elle est aujourd'hui, si ça vous va. Ça fait tout à fait partie de nos missions en tant qu'association. Notre métier, c'est exactement... On fait la même chose pour les avocats, pour ne rien vous cacher. On a été sollicité par les avocats pour leur dessiner l'infrastructure numérique idéale, charge à eux après d'aller demander ce type de produit à leurs prestataires habituels. On peut dupliquer l'exercice avec des spécialistes de l'OTI. Alors on peut le faire en plus en associé. Vous êtes à Pau, je crois ? À Pau, vous avez Thibaut Chenevière de la CCI qui est à la tête du satellite du campus cyber régional. Donc il y a un centre de ressources cyber, et on pourrait très bien monter un groupe de travail dans les prochaines semaines pour dessiner l'architecture standard et voir comment on la sécurise. Et vous donner des fiches réflexes que vous pourriez publier libres de droit à toute votre communauté et qui bénéficiera à toute la France. Et ça serait un exercice extrêmement intéressant, et je pense qu'on pourra en plus y associer la gendarmerie. Oui, alors comme je vous le disais, Olga Wolof, c'est vos journées nationales, hein, mais dans le maillage de la gendarmerie, vous aurez dans toutes les régions et tous les départements des référents, des conseillers. Bon, alors particulièrement Nouvelle-Aquitaine, moi on travaille tous les jours ensemble avec le campus cyber, avec l'ANSSI, on est vraiment dans le partage de ressources et d'informations, on est assez en avance quand même là-dessus, Olivier. Et moi j'ai développé au sein de la Nouvelle-Aquitaine aussi tout un réseau jusqu'au niveau groupement, hein, au niveau département, de gendarmes spécialisés qui ont en plus été formés en école d'ingénieur informatique et qui pourront répondre techniquement aussi, apporter une compétence. On vous apportera la compétence judiciaire, les démarches qu'il faut accomplir, parce que ça c'est important aussi de pouvoir dire qu'est-ce qui se passe si je me fais attaquer, qui je vais voir pour porter plainte et suite, hein, tout ce qu'on a dit. Et aussi qui techniquement seront à même de comprendre donc en accompagnant évidemment ce groupe de travail. Moi, il n'y a pas de souci. Super, parce qu'effectivement, chaque métier industriel a ses spécificités. Donc c'est important de pouvoir partager, aller jusqu'à ce degré-là, je dirais, pour avoir vraiment une efficacité au-delà des réflexes standards, on va dire, de cybersécurité. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.